Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast. C'est un nouveau numéro. Comme vous le savez, nous traitons de la question de l'eau en Afrique. Et nous ne sommes pas sans savoir que l'Afrique est un continent des paradoxes en matière d'eau. Forte variabilité spatio-temporelle, des précipitations, sécheresses et inondations qui se suivent ou alternent dans certaines régions, abondance mais aussi pénurie. Voilà tant de problèmes que notre cher continent Afrique est confronté, et par rapport à ce problème, nous recevons sur cette émission des acteurs de la question de la gestion de l'eau qui proposent, d'abord font état des lieux et proposent des pistes de solutions pour que des autorités puissent en prendre connaissance et agir efficacement. Alors, c'est dans cette optique que nous recevons pour le compte de ce podcast qui va traiter du thème suivant: promouvoir la paix en élaborant et en mettant en œuvre des cadres juridiques pour les ressources en eau transfrontalières. Et notre invité est déjà dans ce studio pour nous amener dans le fin fond de ce thème. Alors, sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse nous permettre de le connaître. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle Patrick Vendredi. Je suis administrateur de développement communautaire, gestionnaire de projets et programmes de développement. Comme je le disais tantôt, le thème qui vous a amené ici dans notre studio, c'est la promotion de la paix à travers l'élaboration ou la mise en œuvre des cadres juridiques pour les ressources en eau transfrontalières. Alors, d'entrée de jeu, comment pouvons-nous définir la paix? On peut définir la paix comme étant un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de corruption, de troubles, de guerres, de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique. Quand on développe le concept paix dans ce concept et dans ce sens, on peut se dire, mais vraiment, est-ce que quand on parle de la paix, en fait tout va bien? Mais on peut dire aussi que la paix n'est pas l'absence de guerre, ni le contraire de la guerre. Définir la paix comme l'absence de guerre réduit la paix à une vision vide, passive, incomplète et lointaine. Le champ de la paix est bien plus vaste, car le champ de la violence est bien plus vaste que celui de la guerre. Mais la paix n'est pas non plus l'absence de violence, elle est le contraire de la violence. En un mot, on peut dire que la paix est une relation de bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Elle est fondée autant sur l'expression du cœur que sur la raison. C'est par la chaleur humaine qu'on peut transcender la violence. On peut dire tout simplement que la paix est un comportement. Plus on agit de manière à satisfaire les autres, à respecter les normes de la cité, les lois et autres, tout ça en fait, on peut avoir la paix. Merci beaucoup. Si nous nous en tenons à votre dernière définition de la paix, vous avez dit que la paix est un comportement. Et je voudrais savoir si tel en est le cas, et en quoi les ressources en eau transfrontalières peuvent-elles contribuer à la paix et à la stabilité? Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est-à-dire du moment où tout le monde respecte, ou bien tous les pays qui ont en commun les ressources en eau transfrontalières respectent les lois qui régissent cette dimension-là, en fait, on peut avoir la paix. C'est en ce sens qu'on dit que la paix, c'est un comportement. Mais on peut dire aussi que la gestion durable des ressources en eau est un grand défi mondial au cours du XXIe siècle. Parce que quand on prend le cas au niveau du 9e Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu à Dakar en 2022, comme les précédents, a mis l'accent sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Pour trouver une solution au changement climatique qui dicte sa loi sur toute la planète, il urge de prendre des mesures afin de mieux valoriser l'eau dans la vie humaine. La stabilité de nos communautés dépend de la durabilité des écosystèmes et de l'accès à l'eau potable pour tous. On entend par eau transfrontalière des ressources hydriques, fleuves, lacs, aquifères, qui chevauchent les frontières politiques de deux ou plusieurs États. Les eaux transfrontalières occasionnent ainsi des dépendances sociales, économiques, environnementales et politiques. En effet, les régions de la planète ayant en partage les ressources en eau
qui, lorsqu'elles sont bien gérées et les clauses et traités relatifs à son exploitation respectés, peut favoriser l'instauration d'un climat de paix et de violence entre ces peuples. La coopération transfrontalière avec à la clé une franche et sincère collaboration reste la solution capitale afin de garantir le développement durable, la paix et la stabilité. Ainsi, nous pouvons dire la Convention sur l'eau adoptée en 1992 à Helsinki et entrée en vigueur en 1996 vient à juste titre renforcer notre augmentation car elle a pour objectif d'assurer une gestion durable et équitable des ressources en eau transfrontalière en facilitant la coopération entre les États. Elle encourage la mise en œuvre de plans de gestion intégrée des ressources en eau et notamment l'approche par bassin versant. Elle concerne les eaux de surface et souterraines. Ainsi, un développement pacifique et une gestion efficace des ressources en eau sont essentielles pour garantir la paix et la prospérité des nations qui l'ont en partage comme richesse commune. D'où il faut un comportement des deux côtés, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui partagent ces ressources en eau. D'où nous pouvons appesantir notre définition que la paix, c'est un comportement. Alors, quel état des lieux peut-on faire de la promotion de la paix via l'élaboration et la mise en œuvre des cadres juridiques pour les ressources en eau transfrontalières? Du point de vue juridique international, la coopération transfrontalière est ancrée dans la loi des nations, codifiée à bien des égards dans la Charte des Nations Unies. Ainsi, la gestion pacifique des ressources en eau transfrontalière dans le monde est encouragée par les principes fondamentaux qui sont promouvoir la paix et la sécurité régionale, développer la coopération, assurer les libertés fondamentales pour tous. Là, on peut retrouver ça dans l'article 1 de la Charte de l'ONU. En outre, la Convention sur les cours d'eau des Nations Unies introduit l'obligation de coopérer dans son article 8, à nouveau développé dans l'article 5 qui énonce l'obligation de participer à l'utilisation, au développement et à la protection des cours d'eau internationaux de manière équitable et raisonnable, et comprend à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à la protection et au développement de celui-ci. En effet, la gestion des ressources en eau transfrontalière varie au cas par cas et est souvent déterminée par des accords internationaux. Il existe dans le monde diverses modalités de gestion de l'eau. La gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte transfrontalier est telle que définie par le Partenariat mondial de l'eau est un processus qui favorise la coordination entre le développement et la gestion des ressources en eau, des terres et des ressources associées, afin de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte, de façon équitable et sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Ainsi, à l'échelle nationale, régionale ou internationale, l'ensemble des cadres juridiques en eau repose sur un tas de dispositions juridiques et de structures institutionnelles ayant pour objectif la gestion des domaines particuliers de l'activité liée aux ressources en eau. La Convention des Nations Unies de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, l'ONU Convention eau du 21 mai 1997, en tant qu'un instrument cadre. L'eau comme symbole politique et culturel doit pouvoir être unificateur des communautés pour une meilleure exploitation et source de paix dans les coopérations de voisinage. La recherche d'un accord cadre pour promouvoir une paix durable est ainsi incontournable. L'ensemble des cadres juridiques et institutionnels visant à l'exploitation durable et équitable de l'eau sont venus pour mieux organiser la pratique coutumière d'entretemps. La multiplication des tensions liées à l'usage et au partage de l'eau a aussitôt fait prendre conscience à la communauté internationale que les règles du droit international fluvial sont incapables de rendre compte d'une réalité extrêmement complexe, ce qui rend alors indispensable de dégager des principes juridiques s'adaptant aux changements économiques, sociaux et écologiques des communautés locales. Lentement, dans le cadre de ces réflexions, commence à émerger le droit du bassin hydrographique, qui pourrait, dans son application, constituer dans ses grandes lignes une base légale satisfaisante pour un accord cadre de partage des eaux dans le bassin. Le réseau international des organismes de bassin propose une approche organisée à l'échelle des unités hydrographiques qui constituent les bassins. Bassin versant pour les eaux de surface, aquifères pour les eaux souterraines. Il recommande en particulier, à l'occasion de ces assemblées générales successives de Morelia, Valencia, Salvador, Zakopane, Québec, la Martinique, de Bretagne et Dakar, que les accords et les stratégies
les programmes, les financements et les contrôles soient conçus au niveau des bassins que pour les grands fleuves, lacs ou aquifères partagés. Des accords de coopération soient confortés entre les pays riverains. Alors, comment la coopération en matière d'offres transfrontalières contribue-t-elle à la sécurité internationale? Dans plusieurs régions de la planète, nous enregistrons plusieurs conflits autour de l'accès à l'eau, ce qui fait que sans une gestion efficace de nos ressources en eau, nous risquons de voir s'intensifier les différends entre les communautés et les secteurs, et même les tensions entre les nations. Le bassin du Nil en Afrique qui dessert 10 pays, Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan, Ouganda et République de Tanzanie, est d'une importance vitale pour l'économie, le commerce, la culture et les moyens de subsistance de tous ces États. En Afrique de l'Ouest, les 4 États partagent le bassin aquifère sénégalo-mauritanien, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Dans le but de relever le défi d'une gestion durable de l'eau, ont dû coopérer pour une gestion conjointe de leur système aquifère commun. Il est ainsi essentiel dans ces 2 cas d'espèce que les nations coopèrent pour s'assurer que l'eau soit partagée de façon équitable et utilisée de manière durable pour le bonheur de toutes les communautés. L'eau, en tant que catalyseur de la coopération entre les peuples, même de celles en conflit, favorise activement la médiation et le dialogue pour prévenir et résoudre les différends y afférents. Ainsi, en faisant preuve d'une diplomatie préventive dans la gestion des eaux transfrontalières et en priorisant le développement durable des nations, on peut sauver des millions de vies. L'eau doit rapprocher tous les États, les peuples et les mouvements sociaux. Les communautés transfrontalières qui ont en commun les mêmes ressources en eau doivent envisager d'adopter des accords de gouvernance mettant l'accent sur la durabilité des ressources hydriques transfrontalières et coopérer entre eux. Elles doivent éviter de prendre des mesures unilatérales. Par conséquent, ces communautés doivent chercher à régler leurs différends par la voie de la médiation, de l'arbitrage, de la négociation ou du dialogue afin de garantir et de préserver la sécurité planétaire. En définitive, nous pouvons affirmer que la coopération en matière de cours d'eau transfrontalière est un puissant outil de prévention à long terme des conflits. Elle permet de promouvoir la stabilité, de faire avancer le développement durable et de préserver l'environnement. Par ailleurs, la gestion des ressources transfrontalières de manière rationnelle, écologique, équitable renvoie aussi à s'efforcer de ne pas transférer la pollution d'un secteur environnemental à un autre et de respecter les droits des générations futures. Il est important de retenir que les coopérations internationales adoptent les approches différentes pour définir le domaine des ressources en eau transfrontalières. Ceci est essentiel car la gestion intégrée des ressources en eau adopte une approche holistique couvrant l'ensemble des aspects de sa gestion. Alors, quel état des lieux peut-on faire des législations ou des cadres juridiques en matière d'utilisation des ressources en eau transfrontalière pour promouvoir la paix? La gestion des ressources en eau répond à des cadres politiques, juridiques et institutionnels nationaux, établis a priori sans coordination ni cohérence entre les pays partageant des eaux internationales. D'après les dispositions générales de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les États veillent en droit et dans la pratique à ce que les principes universellement reconnus et définis ci-après de participation, de non-discrimination, d'accès à l'information, de durabilité et de responsabilisation soient respectés, protégés, promus et appliqués dans le cadre des processus de planification, de prise de décision, de mise en œuvre et de suivi dans le secteur de l'eau, en tant que partie intégrante de la réalisation du droit à l'eau. La mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau suppose entre autres l'existence d'un cadre institutionnel favorable à la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes, ainsi que les éventuels impacts relatifs à l'exploitation et à la gestion des dites ressources sur les écosystèmes aquatiques. D'où la nécessité de la mise en place du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau conformément à la loi portant gestion de l'eau et à ses décrets d'application. Les règles du droit international sont directement liées aux législations nationales où le respect des normes internationales est évalué et testé en conformité avec les principes fondamentaux de la souveraineté de chaque État.
Ainsi, l'interface entre la loi sur l'eau nationale et internationale permet de déterminer leur efficacité et légitimité. Les législations nationales relatives aux droits d'usage de l'eau, la réglementation sur certaines problématiques internes spécifiques telles que la qualité de l'eau, les prestations des services d'eau et d'assainissement, donnent un aperçu des règles nationales au travers d'un ensemble de lois et de lois et réglementations. Le droit international prévoit que chaque État concerné par un cours d'eau transfrontalier a le droit à une utilisation équitable et raisonnable de ce cours d'eau et a l'obligation de respecter ce droit en faveur des autres pays riverains. Ces droits et devoirs corrélés sont déterminés au cas par cas en considérant simultanément tous les acteurs pertinents, y compris l'étendue des dommages causés, pour aboutir à une conclusion sur la légalité de l'utilisation proposée dans son ensemble. Cette règle de droit d'utilisation équitable et raisonnable est une règle du droit international coutumier incorporée dans la plupart des traités sur l'eau et conforme à la pratique des États. Alors, quels sont dans ce cas-là les instruments juridiques qui encadrent l'utilisation des ressources en eau transfrontalière comme outil de prévention des tensions et de promotion de la paix? À ce sujet, on peut dire qu'il existe une panoplie de collaboration transfrontalière. Les différents exemples évoqués ici, permettant de tirer des leçons applicables à divers contextes, ce sont par exemple les conventions des Nations Unies ONU 1992 et Codes d'eau internationaux 1997 constituent le cadre général de gestion des bassins transfrontaliers. La résolution des Nations Unies 63 et BA 124 encourage les États concernés à prendre des dispositions bilatérales ou régionales appropriées pour la bonne gestion de leur aquifère transfrontalier. Le droit des eaux internationales est un système de normes et de règles qui régissent les relations entre et parmi les États souverains. Il joue un rôle important dans la gestion pacifique des ressources en eau transfrontalier. Le protocole révisé sur les cours d'eau partagés de la SADC en Afrique australe en note également le protocole sur l'eau et la santé de 1999 de l'ONU. Alors, que doivent faire les acteurs étatiques et les organisations de la société civile dans la prévention des tensions et la promotion de la paix par l'utilisation des ressources en eau transfrontalière? La gouvernance de l'eau dans un contexte de ressources en eau transfrontalière requiert un véritable engagement d'un grand nombre d'acteurs au travers de mécanismes opérationnels et fonctionnels, formels et informels. Mais il n'existe bien sûr pas de formule unique s'appliquant à toutes les situations. Ainsi, les acteurs étatiques doivent renforcer leurs capacités pour mieux mettre en œuvre les différentes recommandations issues des assises sur l'eau transfrontalière. Anticiper sur les conflits en adoptant de meilleures pratiques de gouvernance nationale de l'eau et en respectant les clauses de collaboration et de coopération entre États transfrontaliers. Protéger les écosystèmes et gérer les risques liés au changement climatique. Moderniser et valoriser l'ensemble des mécanismes juridiques de la coopération transfrontalière afin d'en faire un moteur qui puisse s'adapter à chaque bassin fluvial et participer à la résolution des litiges entre riverains. Quant aux organisations de la société civile, elles doivent jouer le rôle d'avant-garde du respect des traités de coopération entre les États ayant en commun les ressources en eau, renforcer et rendre permanente la veille citoyenne dans le secteur de l'eau en général et celle transfrontalière en particulier, sensibiliser les décideurs politiques, sociaux et économiques aux problèmes de l'eau, la sécurité et la paix. La sécurité et la paix. Alors, au vu de tout ce que vous venez de développer, qui sont des approches vraiment innovantes, et est-ce que vous avez un plaidoyer à l'endroit de ceux-là qui sont en charge de la gestion des eaux transfrontalières? Bon, en fait, en termes de plaidoyer, au regard du rapport de 2020, les phénomènes météorologiques extrêmes, absence de mesures d'atténuation du changement climatique, les catastrophes naturelles et la crise de l'eau figurent parmi les 10 risques les plus éminents et les plus inquiétants pour la stabilité mondiale. À cet effet, comme plaidoyer, j'aimerais formuler à l'endroit de tous les acteurs concernés, c'est de mettre de côté leur ego, de voir l'intérêt commun, l'intérêt de la planète. C'est-à-dire, du moment où les problèmes de l'eau transfrontalier, en fait, constituent
ça peut avoir des conséquences majeures sur la population. En ce sens, il faut que chaque État respecte les recommandations faites lors des différentes assises, respecte les lois internationales qu'ils ont ratifiées dans leur État pour pouvoir permettre un bon vivre ensemble entre les États. Et au niveau des citoyens, je voudrais même les inviter à constituer une force de proposition, de veille, pour veiller à ce que tous les acteurs concernés, tous les parties prenantes puissent respecter leur engagement en matière de gestion des eaux transfrontalières. Votre mot de fin? Mon mot de fin, en fait, je voudrais remercier RFLD pour cette initiative. Je voudrais remercier tous les partenaires de RFLD aussi, qui appuient RFLD pour la mise en œuvre de cette activité. En ce sens, moi, je voudrais inviter toute la population africaine à veiller, à jouer un rôle de veille, à engager la veille citoyenne, que vraiment nos autorités et les citoyens, tous les acteurs puissent respecter les différentes lois, les différentes recommandations, les différentes conventions établies qui ont été votées, adoptées en matière de gestion des eaux transfrontalières. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Vendredi. Je rappelle vos derniers mots, notamment ceux qui concernent ce que doivent faire les autorités étatiques ainsi que les organisations de la société civile dans la prévention des tensions et la promotion de la paix par l'utilisation des ressources en eau transfrontalières. Vous avez notifié tout à l'heure que les autorités doivent renforcer leur capacité pour mieux mettre en œuvre les différentes recommandations issues des assises sur l'eau transfrontalière, et elles doivent également anticiper sur les conflits en adoptant de meilleures pratiques de gouvernance nationale de l'eau et en respectant les clauses de collaboration et de coopération entre États transfrontaliers. Également, celles-ci doivent protéger les écosystèmes et gérer les risques liés au changement climatique et enfin moderniser et valoriser l'ensemble des mécanismes juridiques dans la coopération transfrontalière afin d'en faire un moteur qui puisse s'adapter à chaque bassin fluvial et participer à la résolution des litiges entre riverains. Quant aux OSC, vous avez dit tout à l'heure que les organisations de la société civile se doivent de jouer le rôle d'avant-garde du respect des traités de coopération entre les États ayant en commun les ressources en eau, et bien évidemment, elles doivent renforcer également et rendre permanente la veille citoyenne dans le secteur de l'eau en général et celle transfrontalière en particulier. Et enfin, les OSC doivent sensibiliser les décideurs politiques, sociaux et économiques aux problèmes de l'eau, la sécurité et la paix. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Vendredi. Nous sommes vraiment contents pour toutes ces approches que vous avez données et nous croyons que ce que nous faisons n'est pas tombé dans l'oreille du sourd et que les autorités étatiques et ainsi que d'autres acteurs de la société civile qui nous écoutent vont prendre note. Et ainsi, nous pouvons constater de très bons changements dans notre cher continent. Et nous allons donc vous remercier pour votre participation. Malgré votre agenda chargé, vous avez effectué le déplacement. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, chers internautes, nous voici donc à la fin de ce podcast. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. À nos prochains numéros, par la grâce de Dieu. Ciao, ciao.